Eh bien voilà, nous nous retrouvons avec plaisir avec Patrick Devedjian. Comment comprenez-vous la position de Luc Châtel, Patrick Devedjian? Elle n'est pas sérieuse. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Guillaume Tabar Sur Radio à Classique tout à l'instant. l'heure, ouais. Mais d'ailleurs, il n'est pas là pour ça, Châtel. Il n'est pas là pour dire la ligne. Il est là pour expédier les affaires courantes. Ouais. C'est-à-dire, il y a affaire, justement, dans la pagaille où l'UMP est. Et donc, il devrait se taire. Est-ce que c'est une catastrophe Se taire et agir et réorganiser l'UMP qui en a bien besoin. Mais est-ce que c'est une catastrophe dans ce contexte, justement? C'est pas une catastrophe, c'est simplement, ça ajoute à la perte de crédibilité de l'UMP. Voilà, Et- l'UMP sur la même ligne que la CGT, ça, il fallait attendre Châtel pour trouver ça. Mais quand il va vous entendre ce matin, il va être content. Mais comment se fait-il que finalement une troïka, plus quelqu'un qui est un secrétaire général, ne se concerte pas sur une décision qui est importante, parce que les Français sont quand même très mobilisés contre cette grève. 2 tiers d'entre eux, c'est les derniers sondages, ne comprennent même pas pourquoi elle a lieu. Donc comment se fait-il qu'un pataquès pareil puisse advenir avec un nouveau pouvoir à la tête d'un parti qui veut se rénover? Parce que d'abord, il n'est pas encore installé, pas encore organisé, que chacun tire la couverture à soi. Vous savez, la vie politique française aujourd'hui, c'est la bataille des égaux pour savoir qui sera le prochain président de la République. Tout le monde est candidat, et ceux qui ne sont pas candidats essayent de jouer le bon cheval pour être proche de celui qui le sera. Mais pourquoi le pouvoir est-il flottant à l'Élysée, semble-t-il, sur les propos de François Fillon, et aussi flottant à droite, alors que finalement la situation devrait vous profiter? Le- Qu'est-ce qui se passe en fait? Je pense que l'ensemble de la société politique française est en train de se décomposer, à gauche comme à droite, parce que le système présidentiel a totalement tétanisé l'ensemble du monde politique. Tout dépend du président de la République, de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas, de ses hésitations, de ses impulsions, de ses humeurs. On est vraiment dans la monarchie absolue. Mais vous dites ça au-delà aussi bien pour la des gauche que pour la personnes, droite, c'est le oui, système. absolument. Je pense que le système est devenu fou. Parce que c'est un système de pouvoir personnel qui structure complètement la société politique française. Mais ça, vous le connaissez depuis des années, c'est la Oui, Cinquième mais ça République. s'aggrave. Ça s'aggrave. Mais quelle De différence plus en entre la plus. situation d'aujourd'hui et celle de Gaulle, Mitterrand De Gaulle déléguait beaucoup plus. Par exemple, De Gaulle ne s'occupait pas de l'UNR. Le général de Gaulle n'a jamais mis les pieds à l'UNR, il n'a jamais reçu l'UNR à l'Élysée, il ne s'occupait pas de ça. Bien sûr, il regardait ce qui se passait, il n'était pas fou. Mais sur le plan économique, il choisissait des gens de haute qualité. Quand il est allé chercher Jacques Rueff, par exemple, ou Louis Armand, il les laissait, il choisissait bien, il donnait les orientations. Tandis qu'aujourd'hui, Donc il y aura une dégénérescence. petit à petit, progressivement, oui, il y a une dégénérescence du système. Petit à petit, le président de la République s'empare de tous les détails et le fait d'ailleurs finalement, parfois avec même légèreté, sans se parlez de qui, donner là la dimension de président de la République actuelle. Non, de François Hollande, donc. Oui. Un exemple. Un exemple, ces allers-retours sur les réformes territoriales. Au mois de décembre, on rétablit la clause de compétence générale qui avait été supprimée par le Je quinquennat rappelle que vous précédent. dirigez les Hauts-de-Seine, oui. Et au mois de janvier, c'est-à-dire un mois après, le même président de la République qui vient de rétablir la clause de compétence générale dit qu'il faut la supprimer. Bon, au mois de janvier, on explique que les départements, c'est la structure même de la République, et au mois d'avril, on dit qu'il faut les supprimer. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que c'est quand même l'un des grands arguments de cette réforme, qu'au bout de tout ça, par exemple, il y aura des économies? Non, absolument pas. Il n'y aura aucune économie dans la réforme territoriale. D'ailleurs, Moody's a déjà expliqué pourquoi. Parce qu'on ne supprime aucune dépense. On les transfère. Oui, mais la dépense demeure. Ça ne sera pas le même Enfin, à terme, qui leur donnera. Si. À terme, disent-ils, si. Non, même pas à terme. Il n'y aura pas de... Puisque le fond du problème, c'est ce qu'on dépense. Alors, que ça soit le département, que ce soit la région, que ce soit la métropole qui le décide, ce qui est important, c'est ce qui est dépensé. Et ce qui est dépensé sera toujours la même chose. Concernant justement la région parisienne que vous connaissez bien, parce que vous dirigez les Hauts-de-Seine, qui va diriger quoi exactement entre le Grand Paris, la métropole, Non, c'est absolument rien, c'est la confusion la plus totale. les lycées, les transports, la politique économique? Oui. Qui va diriger? Vous savez, par exemple, pendant 30 ans, depuis 1982... Voir la mairie? Depuis 1982, on a séparé dans les cités scolaires les collèges des lycées. Les lycées gérés par la région, les collèges gérés par les départements. Avant, quand c'était l'État, c'était globalisé. Ça a coûté très cher de séparer la gestion. Par exemple, le chauffage central qui était commun au collège et au lycée, ça fait 2 chauffages centraux.
qui ont été gérées séparément. On a mis 30 ans à faire tout ça, à séparer les gestions. Ça a coûté très cher. Et maintenant, la nouvelle réforme, c'est de les rassembler toutes au sein de la même région. Les lycées et les collèges vont se retrouver dans la même main après avoir été séparés. Tout ça est absurde, quoi. Je veux dire, faire et défaire. Mais donc, tous les arguments qui sont présentés par Marie-Lise Lebranchu vous paraissent quoi? Vains, obsolètes, sans fondement? Léger et sans réflexion, et sans concertation, sans la moindre concertation avec les élus de terrain. Et surtout, c'est une recentralisation. C'est-à-dire qu'en fait, les décisions vont être prises de très haut. Et puis, le gouvernement n'a pas choisi, finalement, pour la région parisienne, qui va diriger tout ça. La métropole ou la région? On ne sait pas. Et les compétences sont très largement partagées entre les deux. Et évidemment, ça va coûter cher. Vous avez dirigé le grand parti d'opposition, enfin il était à l'époque au pouvoir. Est-ce que vous considérez que Nicolas Sarkozy, vous l'avez dit dans le Nouvel Observateur, doit se présenter à la présidence de l'UMP compte tenu des risques judiciaires qui existent autour de l'affaire Pygmalion? Je pense que, si vous voulez, les enquêtes judiciaires qui ont lieu et qui sont tous azimuts et qui vont amener inéluctablement un grand nombre de mises en examen et un grand nombre de questionnements de la justice à l'égard notamment de l'UMP, mais aussi de tous les satellites qui tournent autour, vont être une grande perturbation politique. Et je pense qu'il n'est pas bon que Nicolas Sarkozy ou qu'un candidat à l'élection présidentielle soit au milieu de ce maelstrom dans lequel il sera obligé de répondre à la justice, à la police, à toutes les investigations et être dans les affaires judiciaires plutôt que d'être dans la politique. Et pourquoi le veulent-ils tous? Parce qu'ils pensent que ça peut les conduire à la présidence de la République. Donc on en revient à la démonstration tout à l'heure sur l'élection présidentielle. L'obsessionnelle présidence de la République. Mais est-ce que sur le plan justement politique, au sens de la réflexion politique, vous considérez que c'est une ânerie? Quoi donc? Ben justement, de guigner, de vouloir l'UMP aujourd'hui dans ce contexte-là. Une certaine forme d'aveuglement, pour employer un mot qui soit moins déplaisant. Non, mais il faut y prendre beaucoup de précautions, il faut beaucoup de dévouement. L'idée d'avoir une direction collégiale est bonne. Donc la Troïka, vous l'approuvez? Oui, elle est pacifiante. L'idée aussi d'expédier les affaires courantes en attendant de sortir du maelstrom, c'est-à-dire d'ici quelques mois, est bonne aussi, mais à condition de s'y tenir. Et non pas à condition de faire de la politique incontrôlée, que chacun exprime sa différence, satisfasse son ego et donne dans ses difficultés judiciaires un surcroît de cacophonie. Vous avez été sarkozyste, vous avez été même l'auteur d'une célèbre phrase en 2007 sur l'ouverture qui pourrait aller jusqu'au sarkozysme. Puis après, disons que des frictions sont intervenues entre l'ancien président et vous. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez qu'il est le meilleur remède pour la droite ou au contraire son problème? Soyez franc. Oui, mais je vais l'être. D'abord, je me suis réconcilié avec Nicolas Sarkozy, même si j'ai eu des difficultés. C'est la vie. Ensuite, c'est un homme de grande qualité. La France n'en a pas trop. La droite, pas davantage. Donc, je ne sais pas quel sera l'homme de la situation en 2017. Moi, je vous demande votre sentiment à vous. Mais je vous le donne. Ouais. Je ne sais pas. Je suis humble. Mais je pense que, si vous voulez, nous avons plusieurs talents. Juppé est un homme d'expérience et de talent. François Fillon est quelqu'un qui a une vraie expérience et une modération qui séduit. Puis il y en a encore quelques-uns comme ça. C'est plutôt le trop-plein d'une certaine manière. Mais je pense que la situation va se décanter progressivement et qu'il ne faut pas s'emballer. Mais c'est pas un petit peu normand tout ça pour un Arménien? Bah écoutez, d'abord je suis français, je suis né à Fontainebleau, donc je ne suis pas trop traumatisé par mes origines, même si l'Orient compliqué n'est pas toujours bien compris par les Occidentaux. Vous n'avez pas le sentiment quand même que c'est assez bizarre qu'il n'y ait pas, comme en Grande-Bretagne par exemple, clairement un patron de l'opposition qui permettent justement à chaque fois, on prend l'affaire de la SNCF ou celle des intermittents, de contrer ou... en Grande-Bretagne, on est dans un régime parlementaire. Non mais je sais. Ici, on est dans un régime présidentiel. Je sais, Ici, on mais est dans la monarchie. D'accord, là-bas, on est dans le Parlement. D'accord, mais c'est vrai, mais cette clarification manque quand même, vous le reconnaissez. Mais l'opposition et l'UMP en particulier, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, de se restructurer complètement. Elle est en train de souffrir de la guerre des chefs, de la guerre des ambitions, vous l'avez dit. Oui, bien sûr. Tant qu'il n'y aura pas de clarification, rien ne sera réglé. Je pense que le président de la République a trop de pouvoir.
il a tous les pouvoirs. Et que du coup, ça rend fou. Et il y a une quinzaine de personnes à droite, et il y en a autant à gauche d'ailleurs, hein, qui rêvent de devenir président de la République et qui sont prêts à tout pour ça. Je pense qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs et davantage les partager. Alors, une société pacifiée, c'est une société dans laquelle les pouvoirs sont harmonieusement répartis et non pas concentrés. question franche, est-ce que vous avez la crainte d'une substitution du Front National à l'UMP? Non, je ne le pense pas. Et D'abord, pourquoi finalement? parce que Étant donné les derniers résultats Par- électoraux des européennes, pourquoi le Front National ne l'emporterait pas sur l'UMP comme je ne crois principal pas. opposant en Je ne France? crois pas, pour une raison très simple, c'est que le Front National est en décalage complet avec l'appréciation qu'on peut avoir raisonnablement de l'avenir. Je veux dire, par exemple, penser qu'on peut sortir de l'euro, penser même qu'on peut sortir de l'Union européenne. Oui, c'est incroyable de gêner qu'on peut- les gens qui votent. Hein. Oui, mais enfin, les Français, ils mettent du temps, ils votent de manière souvent protestataire, parce que, et je les comprends, ils ne sont pas contents de ceux qui les dirigent ou même de l'opposition. Donc, ils votent de manière protestataire en faveur du Front National. Mais de là à ce que le Front National applique sa politique, il y a une très grande marge qui n'est pas près d'être franchie. Est-ce que vous considérez, comme l'écrit le Figaro ce matin, que Manuel Valls est ferme ou au contraire, comme le dit François Fillon, le pouvoir est flottant? Je pense que le pouvoir est flottant. Je pense que Manuel Valls fait surtout de la communication. Et je pense que lui aussi, d'ailleurs, est obsédé par l'idée de devenir un jour président de la République. Il est aussi victime. Vous l'avez de ce déjà remarqué syndrome. dans la façon dont il gère Matignon, Oui. qui a de présenter une alternative à François Moi, Hollande? je le remarque. Par exemple, nous avons eu un débat avec lui sur la réforme territoriale il y a quelques jours à l'hôtel Matignon. Son discours était vraiment très convenable, raisonnable, rationnel. Ce qu'il nous a dit était plutôt séduisant. Et nous lui avons demandé de l'écrire, de nous donner. Il nous a fait la lettre que l'on souhaitait, sauf qu'elle est vide. Elle est creuse, il n'y a rien dedans. Et par rapport Vous voulez dire qu'il n'y a rien dedans par rapport à ce qu'il vous a dit? Oui, il n'y a rien dedans. Voilà. Bon. Et vous y voyez la trace d'une ambition? J'y vois la trace d'une habileté, mais en même temps d'une vacuité. Merci Patrick Devedjian d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. On va retrouver Magali et Christophe. Bonne journée à vous.